Vous écoutez On lit pour vous. Entre politique et désir, un texte de Yves Lafontaine paru le 25 février 2026 dans Fugue. Un partisan gay de Donald Trump fait présentement réagir les réseaux sociaux après s'être plaint publiquement de ne pas réussir à trouver de partenaire sexuel, au point d'évoquer une poursuite collective. Une sortie qui a suscité une vague de moqueries en ligne, plusieurs internautes dénonçant un manque total de conscience de soi. Depuis son assermentation à titre de 47e président des États-Unis, Donald Trump a multiplié les décrets et prises de position jugées hostiles aux droits LGBTQ+. Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que certains hommes gays hésitent à fréquenter ou à passer la nuit avec des partisans affichés du mouvement MAGA. Or, la rhétorique anti-LGBTQ+, associée au trumpisme, semble ne pas avoir découragé tous ces partisans gays. L'un d'eux, dont l'identité n'a pas été rendue publique, a récemment laissé entendre qu'il pourrait poursuivre le Parti démocrate parce qu'il ne réussit pas à baiser avec d'autres gays. L'affaire a pris de l'ampleur lorsqu'un utilisateur de Threads, Steve Jones, a partagé une capture d'écran provenant d'un groupe Facebook intitulé « Conservative Gay Singles Group ». Le groupe semble servir d'espace de rencontre pour hommes gays, conservateurs et fervents partisans de Trump. En relayant la publication, Jones a ironisé « Un gay pro-Trump est maintenant fâché que d'autres hommes gays ne veuillent pas coucher avec lui. Quelqu'un veut se joindre à son recours collectif? » Bien que Jones ait anonymisé l'auteur du message original, il en a reproduit le contenu. Liberté d'expression. Dans sa publication, l'homme en question s'indigne de lire, dans des annonces personnelles, des mentions telles que « pas de Trumpiste » ou « si tu es républicain, ne m'écris pas ». Est-ce que certains d'entre vous ont l'impression qu'on pourrait poursuivre les démocrates pour division au sein de la communauté gay, écrit-il. Je pense qu'on pourrait avoir un recours collectif ou quelque chose du genre, mais je ne suis pas avocat. Il poursuit en affirmant avoir perdu de la famille et des amis en raison de la haine et des attaques constantes contre Trump. Selon lui, la situation constituerait même une atteinte à la liberté d'expression. Ça affecte notre liberté d'expression et plus encore. Si on mentionne nos opinions politiques, on est immédiatement rejeté et traité de traître. On devrait faire quelque chose pour empêcher que les points de vue démocrates anti-Trump soient les seuls acceptés parmi les nôtres. Quelqu'un est d'accord? Sans surprise, la publication partagée sur Threads a rapidement généré une avalanche de commentaires sarcastiques. « Tu as fait ton lit, maintenant couche-toi dedans », a lancé un internaute. « Mon Dieu, zéro conscience de soi », a écrit un autre. « C'est une violation de ma liberté d'expression si tu ne veux pas coucher avec moi », a ironisé un utilisateur. « Je suis surpris qu'il ne soit pas avocat », a ajouté quelqu'un d'autre. Plusieurs se sont même demandé si le message original n'était pas satirique. « Ça doit être une blague, le manque de lucidité est trop intense », a commenté un utilisateur. Mais il ne s'agit pas là du premier commentaire du genre à être posté sur les réseaux sociaux par des hommes gays épousant des idéologies très conservatrices ou de droite ou d'extrême droite. Au-delà de l'anecdote, l'histoire met en lumière une fracture réelle au sein des communautés LGBTQ+, américaines, mais pas uniquement, comme on aurait vu ce type d'échange public en Autriche et en Allemagne récemment. Si l'orientation sexuelle ne dicte pas l'allégeance politique, les politiques publiques, elles, ont des conséquences concrètes sur la vie des personnes queer, qu'il s'agisse de droits parentaux, de soins de santé pour les personnes trans ou de protection contre la discrimination. Dans un tel climat, les préférences politiques deviennent pour plusieurs un critère relationnel légitime, au même titre que les valeurs personnelles. Quant au recours collectif évoqué par le principal intéressé, il semble pour l'instant relever davantage de la frustration que d'une réelle stratégie juridique. Une chose est claire, sur les réseaux sociaux,
la saga continue d'alimenter les débats et les éclats de rire. C'était Entre politique et désir, un texte de Yves Lafontaine paru le 25 février 2026 dans Fugue. À Montréal, la diaspora iranienne entre mobilisation et division, un texte d'Adèle Surprenant, paru le 10 juillet 2026 dans la Gazette des femmes. De Téhéran à Montréal, les femmes sont au cœur des luttes politiques et des mobilisations en soutien à l'Iran. Depuis la répression massive des manifestations anti-régime, début 2026, jusqu'à l'offensive israélo-américaine en cours. La diaspora est divisée à l'image du paysage politique iranien. Sur l'écran de son téléphone, Saba, elle a préféré taire son nom de famille, voit défiler en boucle des images de l'Iran. De son appartement montréalais, la couche-tard passe des soirées entières devant le triste spectacle numérisé des massacres des 8 et 9 janvier 2026. Lors de ces terribles journées, les autorités iraniennes ont réprimé dans le sang le vaste soulèvement populaire, déclenché le mois précédent dans un contexte de crise économique et d'opposition au régime des mollahs. Comme plusieurs Iraniens, Iraniennes de la diaspora, privés de nouvelles de leurs proches, Saba s'accroche aux images qui filtrent malgré le blocus d'Internet et l'épaisse chape de plomb qui étouffe son pays d'origine, qu'elle a quitté il y a près de 5 ans pour poursuivre des études. L'accès à Internet est limité par le régime, dans une tentative d'isoler délibérément plus de 90 millions de personnes du reste du monde en vue de dissimuler leurs crimes et de se soustraire à leurs responsabilités, a déclaré Diana El-Tahawi, directrice adjointe pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord à Amnesty International. Opposition divisée. En archivant et en relayant l'information disponible, et en créant des œuvres à partir de ses impressions, Saba aspire à se faire l'écho du peuple d'Iran. Parmi les morts des massacres de janvier, des bilans recensent jusqu'à 30 000 personnes tuées. Certains hantent plus que d'autres la réalisatrice, artiste visuelle, chercheuse et doctorante à l'Université de Montréal. « Je soutiens ce que le peuple a écrit avec son sang », dit Saba, en référence à une photographie circulant sur les réseaux sociaux, dont l'authenticité n'a pu être confirmée, sur laquelle on peut lire « Javid Shah, longue vie au Shah », tracé en lettres rouges. L'opposition monarchiste iranienne et sa figure de proue, Reza Pahlavi, rassemblent derrière eux une part importante des diasporas de l'Amérique du Nord et de l'Europe. La montée en puissance du fils du dernier Shah d'Iran s'est confirmée dans la foulée du mouvement Femmes, Vie, Liberté, amorcé en septembre 2022 en réaction à la mort de Jina Mahsa Amini. La jeune femme kurde est décédée après avoir été violentée par la police des mœurs en marge de son arrestation pour port d'habits inappropriés. Au Canada, où environ 280 800 personnes se sont déclarées d'origine iranienne ou perse lors du dernier recensement de 2021, le soutien de Pahlavi à l'offensive israélo-américaine en Iran, lancée le 28 février avec l'assassinat du guide suprême Ali Khamenei, divise la diaspora. Parler des absentes. Fermement opposée à la guerre, la militante féministe et chercheuse d'origine iranienne Mina Fakhravar
affirme avoir été la cible de nombreuses menaces de la part des monarchistes, notamment sur les réseaux sociaux. On nous accuse d'être pro-régime, explique-t-elle, récusant toute assimilation entre ses positions anti-guerre et le soutien aux autorités iraniennes. Dans les rues de Montréal, Toronto ou Vancouver, les appels à manifester de cette troisième voie de l'opposition iranienne trouvent peu d'écho. Depuis 20 ans que je vis à l'extérieur de l'Iran, je n'ai jamais ressenti autant d'isolement, dit Mina, par ailleurs attristée par le peu de solidarité des non-iraniens iraniennes face à la situation en Iran. Le silence des féministes devant la répression massive du droit des femmes la trouble particulièrement. Elle souligne une forme d'instrumentalisation de la lutte des femmes et des féministes en Iran et une réduction de leur combat pour la dignité à la question du foulard. Sur les réseaux sociaux circulent des images de femmes têtes découvertes, leggings ajustés et matchas nattés à la main. Des scènes à des kilomètres des avancées réelles en matière de droits des femmes. Les vraies femmes en Iran galèrent pour se nourrir elles-mêmes et leurs enfants, cherchent des médicaments, particulièrement depuis le début de la guerre, insiste la militante. Il faut résister, il faut parler des absentes, parce qu'on ne les voit pas. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas. Une génération traumatisée. La distance et les modes de communication et d'information iraniens filtrent parfois la perception qu'ont les émigrés de leur pays natal. L'éloignement agit d'abord sur leur vie quotidienne. C'est une diaspora qui doit faire son deuil sans corps, sans rituel, rappelle Agnès Ziahi, politologue attaché à la chaire de recherche Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Les conséquences psychologiques des injustices actuelles sur les Iraniens de la diaspora sont d'autant plus fortes qu'eux-mêmes les ont subies d'une manière ou d'une autre, et c'est la raison pour laquelle ils ont quitté l'Iran. Les personnes venues seules étudier au Québec souffrent quant à elles de la coupure avec leur famille directe et leurs proches, particulièrement lorsque l'accès à Internet est bloqué. Selon l'experte du monde iranien contemporain, le traumatisme est collectif, transmis de génération en génération. La guerre réveille les traumas qui n'ont pas été réglés. Par exemple, dans ma vie personnelle, j'ai vécu la guerre Iran-Irak. Le corps a une mémoire, et la guerre actuelle réveille mes traumatismes de la guerre Iran-Irak. Une histoire intime pour une réponse qui se doit d'être collective. La résistance des femmes et du peuple iranien touche à notre humanité, soutient Agnès Ziahi et appelle à une action concrète, par-delà le soutien symbolique aux oppositions anti-régime. C'est une demande qui est adressée à la fois à la société canadienne, mais surtout aux représentants et au gouvernement du Canada. Il y a une histoire de la résistance des femmes iraniennes dans la diaspora ou en Iran. Elles ont été les premières à défier la République islamique d'Iran, poursuit la chercheuse. Au prix de leur vie et de leur liberté, les femmes continuent de lutter contre la répression du régime, contre l'asphyxie de la guerre et, à 9500 kilomètres de Téhéran, contre la distance entre ici et l'objet de leur résistance. C'était, à Montréal, la diaspora iranienne entre mobilisation et division, un texte d'Adèle Surprenant, paru le 10 juillet 2026 dans La Gazette des femmes. Des élus ont fait le choix de la sobriété. Un dossier de Fanny Lévesque,
paru le 12 juillet 2026 dans La Presse. Une vie à fond de train, des cocktails de financement et des activités publiques plein l'agenda. En politique, les occasions de trinquer débordent. La presse a réuni 3 politiciens qui ont déposé leur verre. Sans vouloir faire la morale, ils espèrent être une source d'inspiration et réussir à faire tomber les tabous. Premier article, un tabou tenace. L'ex-députée du Parti québécois, Mégane Perry-Mélançon, a reçu un message texte d'une employée politique après avoir publié sur ses comptes de réseaux sociaux personnels une étape franchie dans son année de sobriété. Quelqu'un lui avait envoyé la publication en question et la péquiste a eu à expliquer sa démarche. Ça confronte les gens quand on fait ce choix-là, raconte celle qui briguera les suffrages dans Gaspé en 2026. Ça a peut-être rendu quelqu'un inconfortable, mais moi, j'étais prête à en parler, indique-t-elle. On a ce grand privilège-là de pouvoir porter des causes. C'en est une qui est complètement oubliée. Ça demeure tabou. Mais en politique, l'alcool, il y en a dans toutes les occasions. Mégane Perry-Mélançon met rapidement la table. Avec l'ex-ministre caquiste Caroline Proulx et le libéral Gregory Kelly, le trio a accepté l'invitation de la presse de jaser de leur consommation d'alcool. Les 3 politiciens n'ont pas souffert d'alcoolisme, mais ils ont choisi la sobriété à différents moments de leur vie. L'été semble enfin vouloir s'installer dans la capitale nationale lorsque nous les convions sur la terrasse du Clubby Bar, au 6e étage du chic Le Capitole, en plein cœur du Vieux-Québec. La chaleur et la fin de session parlementaire qui approche à ce moment, la dernière avant les élections, donnent l'envie d'un verre de rosé. Malgré la tentation, nos invités optent avec enthousiasme pour un cocktail sans alcool, mocktail. Je partage ce que tu as vécu, Mégane, lance Caroline Proulx, sobre depuis 3 ans et demi. Il y a 2 ans, l'animatrice Marie-Claude Barrette l'invite à son émission pour aborder le sujet. On m'a dit « Tu es sûre? Ce n'est pas bien bon pour ton image. Tu vas passer pour une alcoolique », raconte l'ex-ministre du Tourisme. En fait, on me prévenait d'être prudente. Je suis convaincue qu'il devait y avoir l'aspect du gouvernement d'une ministre en fonction. C'est une préoccupation tout à fait légitime, mais en même temps, poursuit-elle, avant d'être interrompue par sa camarade. Ça met le doigt sur une problématique de société à laquelle on s'attarde peu, renchérit Mégane Perry-Mélançon. Caroline Proulx admet avoir finalement refusé l'invitation de l'animatrice. Avec le recul, Mégane Perry-Mélançon et Caroline Proulx voient davantage l'intervention de leur entourage professionnel comme une façon de les protéger et non de les censurer. Parce que la première question qui vient lorsqu'on révèle qu'on ne boit plus d'alcool est souvent « As-tu un problème? » relatent nos invités. C'est même un peu tourné en ridicule, déplore la Gaspésienne, qui reprend maintenant un verre à l'occasion seulement. Mais tous les chiffres et études nous démontrent qu'on boit trop au Québec, dit-elle. Un signe aussi que le tabou demeure tenace. Je pense aussi que c'est comme mettre un miroir
devant notre interlocuteur, croit Gregory Kelly. Comme si ton choix forçait la personne devant toi à se questionner sur sa propre consommation, explique le député libéral. Pourquoi arrêter? La discussion va bon train lorsque le serveur dépose des boissons colorées. Avez-vous eu un point de bascule? Demande Caroline Proulx à ses collègues. Le sien est, encore à ce jour, un souvenir douloureux. Il y a une soirée où j'ai vraiment failli perdre quelqu'un que j'aime. Quand je me suis réveillée le lendemain, et puis qu'on m'a rapporté des paroles que j'ai tenues, j'étais dégoulinante de honte. Ce matin-là, j'ai dit « C'est terminé », confie-t-elle, la gorge nouée. Elle n'a pas bu une goutte depuis. Je ne suis pas fermée à l'idée de, probablement, ne plus jamais boire, assume celle qui aura 60 ans. Caroline Proulx confie avoir même participé à une réunion des alcooliques anonymes. « Ce n'était vraiment pas pour moi, » dit-elle. Gregory Kelly a, quant à lui, choisi de modérer sa consommation. Au printemps 2025, après une session parlementaire chargée et l'arrivée de son deuxième enfant, il a senti qu'il s'aventurait sur un terrain glissant. J'étais fatiguée. Honnêtement, j'ai pris beaucoup de poids. Je n'ai pas pris soin de moi. C'était comme un mix. Et j'étais aussi un petit peu inquiet, parce que c'était comme si la seule façon d'être relax, d'aimer la vie, c'était de prendre un verre, exprime-t-il. Le député de Jacques-Cartier profite alors de l'été pour amorcer une transition. Il prendra une pause complète pendant 2 mois, en plus de se mettre à la course. Ça m'a permis de réfléchir à comment mieux gérer mes émotions. Je suis quelqu'un de calme dans la vie, un peu à l'opposé de ma femme, mais en réalité, je suis loin de l'être. Explique celui qui partage sa vie avec la députée Marois Rizki. Des propos qui trouvent écho chez Mégane Perry-Mélançon. J'avais besoin de retrouver ma santé. J'ai toujours été celle que tu accroches pour un verre. J'étais comme prise dans un personnage qui ne me convenait plus dans ma trentaine. Je ne voulais plus être cette personne, explique-t-elle. Pour elle, il n'existait pas d'autre option que d'effectuer une coupure complète, ce qu'elle a fait pendant 1 an. Je voulais voir qui je suis finalement. C'était quasiment identitaire. C'est quasiment une crise que j'ai vécue, admet la femme de 36 ans. Vous écoutez, des élus ont fait le choix de la sobriété. Un dossier de Fanny Lévesque, paru le 12 juillet 2026 dans La Presse. 2e article. Un rythme effréné imposé. Même s'ils admettent que l'univers politique est propice à la consommation d'alcool, nos invités ne brisent pas le tabou pour susciter une remise en question de leur milieu. Ma consommation n'est pas le résultat de la vie politique. Je pense que c'est plus la société en général, le fait que ce soit normalisé. La politique est le reflet de la société, nuance Gregory Kelly. Ce n'est pas l'intention de donner des leçons. Mégane Perry-Mélançon et Caroline Proulx opinent. Celle qui a eu une carrière d'animatrice télé, avant d'être élue la première fois en 2018, va droit au but. C'est des piscines à boire, la politique et les médias. C'est certain que quand tu regardes ton agenda et que tu as 3 ou 4, 5 à 7 dans ta semaine, eh bien, ça se pourrait que tu boives toute la semaine.
La vie dans les valises, 3 jours par semaine à Québec, loin de son noyau familial, n'aide pas non plus à maintenir une saine routine. Les journées à l'Assemblée nationale sont souvent longues et intenses, sans parler du stress d'être dans l'œil du public constamment. La tentation de boire un verre pour décompresser est forte. Finalement, tu bois quand tu as une mauvaise nouvelle ou un bon coup dans ta carrière. Tu bois pour socialiser, tu bois pour te déjeuner dans des événements publics. Toutes les occasions sont là, admet Mégane Perry-Melançon. Un choix personnel. Comme élu, je suis toujours en train de penser. Mon cerveau n'arrête jamais. Et ça, c'est très difficile. Et c'est malheureux, mais l'alcool coupe ça immédiatement, explique Gregory Kelly. C'est un switch-off, et c'est dangereux, parce qu'il y a d'autres façons dans la vie de décrocher, ajoute-t-il. Le quadragénaire insiste. Cela reste un choix personnel. S'ils prennent la parole aujourd'hui, c'est dans l'espoir d'inspirer quiconque s'interroge sur sa consommation d'alcool. J'ai plus envie de dire que c'est possible de le faire. Même si autour de nous ça continue de boire, ce n'est pas grave. On est capable de le faire individuellement, soutient la candidate péquiste. Caroline Proulx se réjouit, quant à elle, d'avoir contaminé positivement des membres de son ancien cabinet qui ont aussi choisi de diminuer leur consommation d'alcool. Elle a aussi été encouragée par François Legault, tout comme Mégane Perry-Melançon, qui affirme que Paul Saint-Pierre Plamondon s'est montré admiratif de sa démarche. On va peut-être aider quelqu'un à se remettre sur le bon chemin, être en meilleure forme, être en santé mentalement et physiquement, renchérit M. Kelly. Je peux dire que je suis fier. Je suis vraiment fier. Et je suis fier de vous, ajoute-t-il en s'adressant à ses collègues. Nous aussi, on est fiers de toi, Greg, répond Caroline Proulx. C'était « Des élus ont fait le choix de la sobriété ». Un dossier de Fanny Lévesque paru le 12 juillet 2026 dans La Presse.